Maintenant, nous allons aller cueillir devant sa webcam Loïc Pochet. Loïc, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors là, on est gâtés parce que l'émission, on était sur le bateau, on était tout à l'heure avec le 4x4, on a vu comment s'affranchir des remous de torrents particulièrement menaçants, et avec vous, pof, on va prendre de la hauteur, ce sont les airs. Allô ? Oui, oui, je vous entends fort et clair, c'est le cas de le dire. Voilà. Alors vous, au départ, vous êtes navigateur, et après, pof, vous êtes devenu une sorte de, allez, je dirais d'enfant naturel de Mermoz, Saint-Exupéry, Guillaumin, c'est ça ? Oui, tout à fait, mais déjà, lorsque j'étais enfant, avant de partir sur les différentes mers du globe, j'étais déjà un passionné de l'histoire de Saint-Ex, de Mermoz. Je lisais quand même pas mal tous ces romans d'aventure, tous ces écrits, tous ces témoignages. Est-ce que l'on a la nostalgie de ces aînés en se disant, nous, on ne pourra plus vivre ça. C'est vrai que c'était dangereux. Il y avait des morts pratiquement tous les jours. Il faut se souvenir les contraintes qu'imposait c'était Dora, hein, le patron de l'aéropostale à Toulouse. Il fallait partir vaille que vaille, que le courrier arrive. Et est-ce que ça, c'est une période que vous auriez aimé connaître ? C'est une période que j'aurais vraiment aimé connaître parce que en dehors du fait que les aventuriers, parce que pour moi c'était de vrais aventuriers, ouais. Ils avaient en plus la mentalité et le comment on appelle ça, le savoir faire, de dire de toute façon quoi qu'il se passe, il faut que l'on aille de l'autre côté, il faut que l'on emmène le courrier et c'est un devoir de le faire. Et c'est plus par respect et de tout ceci que moi j'ai eu envie d'essayer d'aller voir que eux ils avaient vécu à cette époque-là. Et alors là on vous voit avec un petit hydravion qui tient plus de l'ULM presque. Alors cet hydravion, quelle est son histoire ? Sans oublier que Mermoz s'est retrouvé plusieurs fois aux commandes d'un énorme hydravion dont j'ai oublié le nom, la Croix du Sud, hein, c'est ça, hein ? Tout à fait. Donc ce qui s'est passé, c'est que moi lors de la route du Rhum du 2002, j'ai perdu mon 60 pieds monocoque pendant la course, et suite à ça, donc je n'avais plus rien. Je me suis dit qu'est-ce que je vais faire de ma vie, et j'ai eu la chance de revoir les livres dans la bibliothèque de ce que j'avais lu bien avant, et je me suis dit écoute, pourquoi ne pas utiliser ton savoir-faire pour pouvoir recommencer et repartir sur un nouveau projet, sur une nouvelle vision des choses. Et c'est comme ça que j'ai réussi à remonter un projet, et grâce à des partenaires, des sponsors, j'ai pu faire construire cet hydravion. Il a été d'ailleurs construit au Brésil, que je l'ai fait me remonter sur l'Europe, et de là on l'a remonté et je l'ai ramené en France. Alors on a eu l'impression à un moment donné qu'il pourrait presque être utilisé comme Canadair. Pourquoi d'un seul coup vous délestez de l'eau ? Non, mais là, c'est les images que vous avez ont été tournées où j'ai été invité, mais j'ai pratiquement été un invité d'honneur, et j'en suis très fier d'ailleurs du meeting de Biscarrosse qui a eu lieu au mois de juillet. Oui. Et donc tout autour de moi, il y avait d'autres machines qui volaient, dont cet effectivement bombardier d'eau qui faisait une démonstration entre le moment où je décollais et où je me posais, quoi. Et là, on pourrait dire un bombardier d'eau de poche. Alors moi, c'est un bombardier d'eau de poche. Comme vous dites, lorsque moi je vole en France, je suis sous le régime des ULM. Oui. Mais pour mes courses, pour ma traversée de l'Atlantique, bien entendu, vu la densité de l'essence, je ne pourrais pas du tout être dans la jauge de la réglementation française de l'ULM. D'accord. Alors donc, vous avez quoi comme astuce ? L'astuce, il y en a pas, parce que je ne peux pas me transformer transformer l'essence. Donc je vais partir avec beaucoup d'essence, et je vais partir avec à peu près 300 litres d'essence pour traverser l'Atlantique. Et effectivement, vu la densité, de toute façon, je serai en dehors des clous de la réglementation française. Alors, cette traversée va avoir lieu quand ? Et est-ce que vous avez tenté de vous replacer dans la configuration, je reviens à mes Mermoz, Guillaumet et compagnie, qui apparemment sont aussi bien installés dans votre esprit, et donc partir de Saint-Louis du Sénégal et viser le Brésil.
Oui, tout à fait. D'autant plus que je pars dimanche de Toulouse, parce que je suis invité d'honneur du rallye Toulouse-Saint-Louis du Sénégal, qui est un rallye avion, c'est le 24e cette année. Et qui effectivement, alors là, toujours, met en pointillé cet espace qui était devenu une sorte de routine, bien qu'il y ait souvent des drames, pour ces hommes de l'aéropostale. On partait de Toulouse, on allait jusqu'à Dakar, à Saint-Louis du Sénégal, et puis après, on prenait le bateau, et c'est ensuite qu'on récupérait le courrier pour le distribuer dans différents lieux d'Amérique du Sud. Tout à fait. Donc au début, ils descendaient avec les brigades 14, les brigades de chez Latécoère, jusqu'à Toulouse, jusqu'à Saint-Louis du Sénégal. Et de Saint-Louis, au début, ils ont commencé à emmener le courrier par bateau. Et dès que les avions ont été transformés en hydravions et suffisamment performants, et le courrier a été acheminé en hydravion de l'autre côté, au niveau de l'Amérique du Sud. Très bien. Et donc, et votre machine, elle ressemble à quoi? Elle est de la taille à peu près de cet ULM jaune, là, hydravion, celui que vous allez utiliser, là? Oui, mais c'est exactement celui que vous voyez, là. Ah, d'accord. Qui est en image. C'est exactement avec cette machine-là que je vais tenter de traverser l'Atlantique sans escale. Mais là, vous avez les mêmes sensations que ceux que vous aimez à ce point et qui sont donc, je dirais, vos frères de sang. C'est-à-dire que quand on est aux commandes d'un engin comme celui-là, il y a monomoteur, il n'y a pas le droit à la moindre panne, on est porté plus ou moins par les vents, on est aussi contrarié par les vents. Bref, on est vraiment dans l'adhésion à la machine. C'est l'adhésion à la machine, mais c'est aussi toute une équipe qui est derrière moi, parce que sans moi, j'ai une douzaine de personnes qui depuis 3 années travaillent à temps partiel pour m'aider, pour préparer et développer et fiabiliser cette machine qui va me permettre de faire le parcours. Parce que je fais le parcours africain, je fais de l'Atlantique, mais moi, vraiment, ce qui me plaît, c'est je veux arriver jusqu'à Santiago du Chili et essayer de traverser la cordillère des Andes. Eh bien, écoutez, alors là, c'est comment là, vous allez m'aider. Cette femme qui a traversé la cordillère des Andes et son avion n'était pas assez puissant et elle avait rencontré une voyante qui lui avait dit prends donc sur la gauche et non pas sur la droite et il y aura là une Adrienne Bolland. Hein? Tout à fait, vous avez entièrement raison. Vous connaissez bien vos classiques. Oh, j'ai vacillé un peu, hein. Et donc, elle a suivi le conseil de la voyante et elle a pu franchir la cordillère des Andes. Écoutez, faites-moi l'amitié de nous promettre de nous tenir au courant de vos exploits et d'avoir quelques images. On veut suivre ça sur Direct 8. Bah écoutez, ça sera avec grand plaisir. Là, déjà dans 8-10 jours, je serai au milieu du désert, donc je pourrai peut-être vous recontacter, sait-on jamais. Eh ben on fait comme ça, hein. Samar, Johanna, Thomas, enfin toute l'équipe, on se branche, Laure, et on reste en contact, d'accord? Eh ben écoutez, on reste en contact. Je vous remercie. Je vous souhaite à tous une bonne soirée et puis bon vent à vous en tout cas. Également un énorme merde et merci de nous faire rêver. À bientôt Loïc. À bientôt. Au revoir.